Un cœur nomade, les dessins, les textes écrits à la main par Dany Laferrière qui célèbre 30 années d'une vie incroyable depuis Petit Goâve, son village en Haïti jusqu'à l'Académie française et ici sur une grande place de Francfort à l'occasion du Salon du Livre où le Canada est l'invité d'honneur. C'est Dany Laferrière qui est aussi notre invité de cœur. Un cœur nomade, Dany. C'est beau de voir comme ça, ces dessins, ces textes écrits à la main comme ça, sur cette place de Francfort. C'est extraordinaire parce que c'est un rêve, puisque je ne possédais pas les talents de ma main il y a quelques années. Et brusquement, ont surgi ces images et elles font le tour du monde en ce moment. Elles étaient à Tunis, elles seront à Paris, à Port-au-Prince, elles sont à Francfort. Oui, on va les retrouver après ailleurs. En Arabie Saoudite, on va les retrouver, oui. C'est incroyable quand même, oui. L'histoire de ce petit enfant comme ça qui grandit à Haïti et qui rêve déjà en regardant sa grand-mère, qui rêve du monde. Oui, tout à fait, parce que ma grand-mère n'avait aucune idée d'un lieu précis, de ce qu'on pourrait appeler une localité. Pour elle, voir le monde, c'était regarder le ciel le soir. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mes romans, on m'appelle Vieux-Zo, parce qu'elle disait toujours « on va faire de vieux-os ». C'est une phrase qu'on met toujours à la négative. On ne fera pas vieux-os ce soir, on ne restera pas longtemps. Donc nous, on adorait faire, ma grand-mère et moi, et puis on regardait le ciel et on voyait les étoiles, la petite ours, la grande ours, et tous ces chemins et qui ne sont pas balisés par des drapeaux, des douanes, des officiers d'immigration ou des polices. C'est la mer qui était à 100 mètres de la maison familiale où j'ai passé mon enfance, à Petit Goâve, et le ciel. Oui, et le cœur nomade. Parce que le cœur nomade, au fond, c'est regarder le ciel et puis après voyager vraiment. Absolument. Il y a un vieux, c'était un aveugle, ça c'est vrai. On sortait de l'école et on était tout enfants et on est allé le voir. Il avait le don de lire l'avenir, c'est ce qu'on disait. Et il nous a lu. Et quand il est arrivé sur moi, vraiment, il a regardé. Il a dit, à toi, tu vas voyager beaucoup. J'ai mis ça dans plusieurs livres pour ne pas l'oublier. Parce que c'est ce que je fais avec mes livres. Des choses qu'on m'a dit comme ça au fil des ans et surtout dans l'enfance. Et j'essaie de les conserver en les mettant dans les livres pour m'en rappeler. Oui. Oui, parce que fond, l'exil vaut le voyage, hein. L'exil vaut le voyage, tout à fait. Et c'était pour dire qu'il n'y a pas uniquement de la douleur dans l'exil. Il y a aussi le voyage qui est un plaisir. Et c'est pas parce que on n'aime pas son pays qu'on voyage. C'est parce que les humains ont des jambes. Nous ne pouvons pas rester fixés dans un point. Nous aimons bien aller rencontrer les autres, connaître d'autres langues, d'autres cuisines, d'autres coutumes, d'autres danses et d'autres rêves. Oui, un rêve qui va vous amener, Dany, à l'Académie française. Jusqu'à l'Académie française. Jusqu'à l'Académie française. Depuis Petit Goâve. Voilà. Avec mes professeurs de français à l'école primaire et qui m'ont appris les rudiments de cette langue française. Et au fur et à mesure, la langue française, c'est comme cette tour qu'on voit quand on grimpe un peu la montagne pour aller. Et quand on s'approche, elle recule. Et au début, ça nous paraît très simple. C'est bonjour, bonsoir, merci madame, merci messieurs. Et au fur et à mesure, les temps de verbes deviennent plus difficiles. On croise des passés composés deuxième forme, subjonctif plus que parfait au futur antérieur. On se dit, mais quelle langue, dans quel labyrinthe on est rentré. Mais plus ça devient complexe et plus le plaisir augmente. Oui, on va revoir comme ça, tout en parlant des images de cette exposition là sur la place centrale, magnifique endroit de Francfort à l'occasion donc de cette foire du livre de Francfort où le Canada est l'invité d'honneur. Et on revoit ces dessins, on revoit ces textes comme ça écrits d'une certaine forme de naïveté, mais revendiqués au fond, d'une simplicité. Je me souviens de Picasso avait dit, j'ai mis toute ma vie pour pouvoir dessiner comme un enfant de 8 ans. Et c'est un peu cela. On cherche tous cette émotion primitive et première, l'idée de croire que quand on dessine la pluie, il va pleuvoir. C'était ça l'enfance. Quand on lisait, nous, enfants, on avait l'impression que ce qu'on lisait surgissait littéralement au bout de notre regard.
Et comme ça, on voyait les choses comme sur un écran. Mais tout s'est passé à Montréal, il faut le dire. C'est Montréal qui est la maîtresse de mon esprit. C'est là que j'ai concocté un peu tous les complots et spirituels, intellectuels, toutes les rêveries. Et c'est à Montréal aussi qu'on a passé en premier cette exposition dans le quartier des Arts de Montréal, au centre de la ville, à côté de la place des Arts, là où le festival de jazz se fait. Un peu comme ici, m'a-t-on dit, c'est au centre aussi. Oui, c'est la rue avec des passants comme ça, qui croisent le petit enfant, qui croise les souvenirs de Danny comme ça, qui peut-être ne le connaissent pas, mais voit ses dessins comme ça, qui se baladent. Le plaisir de ce livre en exposition, c'est de pouvoir marcher dans un livre. Et dans mon cas, c'est marcher dans une vie parce que il y a là mes voyages, mon enfance, l'écriture, tout ce que l'écriture a fait pour moi, le dessin qui est venu à la fin comme une fleur qui a poussé au bout de mes doigts. Et la personne qui vient voir cette exposition, il va marcher dans ma vie. Il va marcher dans un livre. Le livre prend la place de la place. Oui, comme un roman, ces romans dessinés, ces romans graphiques qu'on adore. Alors là, c'est Granate Odeur. Alors je ne sais pas. Allemand, c'est en allemand. Plus, mais c'est cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit? Mais dans la version allemande, naturellement, je crois qu'ils ont fait sauter jeune nègre, et parce que c'est un peu interdit à travers le monde. Mais en français, on l'a gardé. Parce que pour moi, le mot nègre est un mot très beau, et avec un son guttural, nègre, ce accent grave qui est sur le E, et ça donne une sorte de profondeur. Et puis aussi, c'est un mot qui est à la base même de cette lutte qu'ont menée Léopold Sédar Senghor et ses amis, Césaire et Damas, et pour la dignité de l'homme noir. Alors que ce mot qui a représenté... Donc c'est pas un gros mot. Pas du tout. On pourrait le mettre en allemand. Il y a des choses comme ça. Il y a des mots, il y a des livres, il y a des destins comme ça qui ont représenté la révolution à une époque, et ensuite la réaction. Et parce que les mots n'ont pas changé, mais les humains ont changé. Oui, c'est édité chez Wunderhorn. Oui. L'éditeur allemand. Alors voilà la deuxième. Ich bin ein japanischer Schriftsteller. Oui, là, je parle très mal. Je suis un écrivain japonais qu'ils avaient publié l'année dernière, qui a eu un très grand succès critique et autres. Et en Allemagne, je n'avais pas compris. J'aurais pensé que ce soit au Japon. C'est vrai que c'est publié en japonais aussi. Mais en Allemagne, je ne savais pas qu'il y avait un problème d'identité à ce point. Parce que c'est un livre sur l'identité. De montrer un noir qui dit « je suis un écrivain japonais ». Et moi, pour aborder la question d'identité, je ne voulais pas essayer d'expliquer ce que je suis. Je voulais plutôt dire ce que je voudrais être. Alors, ce que j'ai dit dans ce livre, je suis un écrivain japonais, c'est que quand j'écris un livre, et il est traduit en japonais, et qu'un japonais me lit, je deviens japonais à ce moment-là. D'ailleurs, c'est écrit en japonais. Donc, je ne vois pas, c'est un peu la promesse de la littérature. La littérature, c'est un caméléon qui change avec l'endroit où elle se trouve. Et les mots aussi changent de couleur. C'est pour ça qu'il y a les traducteurs qui sont des passeurs. Il y en a beaucoup. Qui traduisent en allemand les livres, là, par exemple. Oui, qui traduisent en allemand, en suédois. Et dans beaucoup de langues que je ne connais pas. C'est ça le grand charme. Et c'est que votre livre parle des langues que vous ne comprenez pas. Et pourtant, ça dit les choses les plus intimes qui viennent de moi. Mais je ne comprends pas. Mais si vous aimez mon livre, j'apparais. Et me voilà à Francfort. C'est génial. Et avec des dessins, parce qu'au fond, il y a l'enfance. Et le dessin est universel. Le dessin exprime, au fond, ce que l'enfance peut exprimer aussi. C'est vrai. Je pense que ce qui définit l'enfance comme le dessin, c'est un présent de l'indicatif chaud. C'est-à-dire que quand on fait un dessin, ce qu'on fait est là. Pour montrer quelqu'un, je dois dire, cet homme est dans la salle en train de regarder par la fenêtre. Mais si je fais un homme en train de regarder par la fenêtre, il devient une évidence qui n'a pas besoin de tant de verbe pour faire sa présence. Je ne dis pas que le dessin est supérieur
à l'écriture. L'écriture a sa fonction aussi, parce qu'il invite le lecteur à participer à la construction du dessin, une construction mentale. Il s'insère à l'intérieur et propose au lecteur. Le dessin est une évidence. Le lecteur ou le spectateur, il voit ce qu'il voit. Mais il lui arrive aussi de pouvoir pénétrer dans le dessin et de vivre des récits. Parce qu'il y a des récits dans mes dessins, des récits qui ne sont pas, des éléments qui ne sont pas présents dans le dessin, dans la peinture, mais que si vous y rentrez, vous allez les vivre selon vos émotions. Ouais. Je repense au petit gamin d'Haïti. Hein, et je me dis, là aujourd'hui, sa vie, ses souvenirs, ses impressions peuvent parler ici en Allemagne, peuvent parler à tout le monde, sont presque devenus universels. C'est la magie de la littérature, c'est la magie de l'expression. C'est la magie de la littérature aussi et de la décision d'écrire longtemps. J'ai pensé à ça aujourd'hui. Je crois que pour atteindre une sobriété, une universalité, ce n'est pas d'écrire des choses qui, dès l'abord, doivent plaire, c'est d'écrire beaucoup. Parce qu'au fil du temps qu'on écrit, on élague et on devient moins lourd et on finit par devenir ce que Cocteau appelle être un être léger, universel, qui flotte dans l'espace. Léger, qui flotte. C'est ça l'idée ? Oui, l'idée c'est débarrasser de tout ce qui ne sert à rien. De tout ce qui ne sert à rien, mais qui nous a servi pour nous construire. Et à un moment donné, c'est comme pour la fusée qui part. La fusée qui part et la fusée doit perdre à peu près tout en chemin, laisser tomber tout ce qui est de trop et qui ralentit sa course dans le temps. La littérature aussi, dans ce désir d'atteindre la postérité, et c'est une fusée avec un métal extra léger et une forme d'énergie et qui se simplifie au point de disparaître. Et c'est ça sa pérennité. Ouais. Il n'y a plus aucun poids. Ouais. Il n'y a que l'émotion. Et quand je pense au dessin, et je me dis effectivement, quand il n'y a plus rien, finalement que des choses absolument essentielles, tout ce qui est inutile s'en va, il reste des choses qu'on n'avait peut-être pas vues, c'est-à-dire un oiseau qui passe, une femme à un café, et des choses comme ça. Des choses qui pourraient paraître simples mais qui sont essentielles. Oui, parce qu'on ne peut pas les éviter. On peut construire des récits, des histoires autour des vies, mais on ne peut pas éviter un homme qui ferme les yeux en buvant son café. Le fait de fermer les yeux est un commentaire précis sur la qualité du café et aussi sur la vie qu'il voudrait avoir en buvant ce café. On ne peut pas éviter ça, c'est là qu'on veut aller. Et Borges, quand il a écrit l'un de ses premiers poèmes, c'était sur la mer. Il espérait que ce poème parle de la mer comme Whitman avait écrit un poème sur la mer. Et vers la toute fin, il a écrit un dernier poème. On lui a demandé à quel poète vous voudriez-vous ressembler. Il a dit, j'aimerais simplement que ça fasse penser à la mer. Et c'est presque trop ambitieux d'écrire un poème qui fasse penser à la mer. Mais c'est ce que nous devons espérer, c'est vers ça qu'on devrait aller. Qu'un jour, atteindre une simplicité qu'il ne faudrait pas donner, faire un commentaire sur la pluie qui tombe, les gouttes de pluie perlèrent sur la vitre de la voiture. Non, juste écrire « il pleut » et que le lecteur puisse sentir la pluie qui tombe. Et pour cela, il faut une liaison de confiance, un rapport de confiance profond pour qu'on vous croie. Et quand vous écrivez « il pleut », eh bien, on entend la musique de la pluie, la rumeur de la pluie sur les pages, qui deviennent comme des plages. Et c'est la confiance, c'est des pages qui précèdent, qui fait qu'à un moment donné, le lecteur abandonne, baisse les masques, abandonne tout esprit de résistance et finit par accepter la magie de la littérature, la magie de l'enfance. Merci beaucoup, Daniel Laferrière. On a tellement envie de marcher, de se balader sur votre œuvre, se balader dans vos livres, se balader sur vos dessins, marcher dessus. Merci. Merci Daniel Laferrière.